Monsieur le Président, honorables membres du jury, estimés contradicteurs, auditoire, bonjour. Tout d'abord, je dois vous avouer que ça m'arrangerait fortement s'il y avait un daltonien dans cette salle. Non? Personne? C'est fort dommage. Il aurait pu facilement voir ma cravate verte, affirmant certes ma tendance contrôleur RATP, mais prouvant que le daltonien ne peut voir le rose. Vous l'aurez bien compris, il s'agit de savoir si le daltonien voit la vie en rose. À première vue, il m'a semblé que cette question nécessitait une recherche de terrain. Fort heureux de pouvoir mener mon enquête à la manière de Jacques Clouseau, je décide de rendre visite à un ami daltonien. Je sonne, je toque, je tire la chevillette, la poignée, nous ne sommes pas dans un conte à l'eau de rose. Bref, je me retrouve devant mon ami. Afin de m'épargner la pénible tâche d'explication, aller justifier un sujet si farfelu, je me lance et chante. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Suite à cette brève et médiocre prestation, je le regarde, il me regarde, je vous laisse imaginer la tête qu'il avait à ce moment-là, je ne lui avais même pas dit bonjour. J'attends, mais de toute évidence, j'avais oublié un détail qui avait son importance. Je n'ai pas la voix d'Edith Piaf. Il me claque à la porte au nez. Le daltonien ne voit pas la vie en rose, et je ne peux l'en blâmer. Fort content de cette réponse, mais non satisfait de ses motifs et désirant aller plus loin dans l'affaire, j'opte pour une approche plus théorique, et certainement moins risquée. Quoique, parce que je me décide à aller, tenez-vous bien, à la bibliothèque universitaire de médecine. Oui, de médecine, cet endroit sombre, glauque, peuplé d'acharnés du bistouri, m'a épouvanté. Je n'étais peut-être pas daltonien, mais autant vous dire que la vie en rose, je ne la voyais pas. Il n'y a qu'à voir les illustrations qui hantent leurs livres, c'est à vous dégoûter pour toute une vie. Reprenant mon courage à 4 mains, il fallait bien ça, je me lance dans la lecture d'une de leurs infamies qu'ils nomment Manuel. J'ai alors eu l'horreur de découvrir que certains daltoniens voient le rose. À vrai dire, ils ne voient même que ça. Ce sont les daltoniens atteints de tritanopie. Et on dit que les hommes de droit sont les seuls à avoir un vocabulaire saugrenu. Mais là n'est pas la question. J'étais perdu. Damnation, une impasse. Les faits ne collaient pas avec la théorie. Ma foi, étant juriste, j'aurais dû m'y attendre. Face à ce mur infranchissable, il m'est alors apparu qu'on m'avait trompé. Des fourbes. Je m'étais perdu dans ce labyrinthe que forment ces mots. Et tout comme le daltonien, qui perçoit mal les couleurs, j'avais mal su percevoir la signification de ce sujet. J'étais devenu un daltonien et ce sujet me parlait enfin. J'ai alors compris que le daltonien est avant tout une personne qu'on a trompée, une personne qui a une vision tronquée des choses. Être optimiste, en revanche, voir la vie en rose, excusez-moi, en revanche, c'est être optimiste, voir prendre la vie du bon côté. Ainsi, je ne traiterai pas le daltonien avec sa pathologie. Non, je traiterai le daltonien comme une personne trompée, une personne à qui on a menti. Ainsi, quand vous dites que le daltonien voit la vie en rose, vous soutenez tout de même qu'une personne trompée peut être optimiste. Ma foi, ce raisonnement n'est pas totalement faux, mais il est malheureusement empreint d'une certaine candeur et d'une certaine innocence. Cette thèse n'est qu'une version tronquée de la solution. Voyez-vous, le daltonien, la personne trompée, passe par 2 états d'esprit distincts. Le premier, c'est la désillusion, car chaque homme est destiné à découvrir sa vérité. Platon affirmait que chaque âme trompée se trouvait dans l'ignorance, mais qu'être dans l'ignorance n'était pas se tromper, car à force d'errer ignorant, on finit par trouver. On finit par découvrir sa réalité. Et comme le disait Olivier Leckert, la vérité ne blesse pas par elle-même. Elle blesse car elle brise une illusion, notre illusion. Lorsque je me suis aperçu que je m'étais fait berner par le sujet, l'illusion qui était mienne d'avoir cerné la question a été détruite. J'étais désespéré, voire même pessimiste quant à l'avenir de ma plaidoirie. Je passais par la première étape. Mais ce n'était que le début de mes peines, car le deuxième état est beaucoup plus difficile à vivre. Cet état, c'est l'acceptation, et elle se fait en 2 temps. Laissez-moi vous décrire cet état. Laissez faire votre imagination. La désillusion ne dure pas. Elle est vive, violente, mais rapide et brève. Elle laisse place à une sorte de vide, inquiétant. C'est la pré-acceptation. Imaginez, nous sommes dans le noir le plus complet, toujours sonnés par ce terrible coup qu'on nous a porté.
La vision que nous avions était un leurre. Et maintenant, nous ne voyons plus rien. L'obscurité se fait de plus en plus pressante. Nous tentons de nous relever, chancelants, apeurés, tremblant de tout notre corps devant cette tromperie. Mais nous devons lutter. On ne peut se laisser abattre. Nous nous lançons dans une joute, intense, intime, contre notre esprit, notre vision, notre réalité tronquée. Au loin, une lueur, infime, mais tellement éblouissante. Nous marchons vers elle, nous courons, nous filons, le monstre de l'imposture à nos talons. Nous arrivons à cet éclat, un portail, le portail de l'acceptation. Faire face à ses démons, accepter son sort, admettre la supercherie, ce sont là les credos de l'acceptation. Nous franchissons ce poécile, laissant derrière nous ce néant angoissant. Nous débouchons dans un monde tout rose. C'est la post-acceptation. Mais une ombre nous a suivis, et tout comme le hors-là de Maupassant, elle nous hante. Peu à peu, ce monde se transforme, s'assombrit, passant d'un rose pâle à un rouge sang. Voyez-vous, c'était le ressentiment que j'ai eu. J'étais daltonien et je ne voyais toujours pas la vie en rose. Vous l'aurez compris, l'acceptation, c'est le fait d'admettre la tromperie. Nous l'acceptons, nous la supportons et nous la gardons. Mais le fait de garder à l'esprit qu'on nous a leurrés corrompt tout notre point de vue. Le daltonien qui s'efforce d'être optimiste se verra toujours rappeler sa vision tronquée. Il sera alors dans un d'entre-deux. Ni trop pessimiste, il aura passé l'acceptation, ni trop optimiste, la désillusion le hantera. Voyez-vous, le daltonien ne verra pas le verre à moitié plein, ni à moitié vide. Il le verra comme le poète Gebel, à moitié plein de vide. Ainsi, peu importe dans quel état se trouve la personne trompée, la vie en rose ne lui est jamais accordée. Vous m'avez opposé une vérité absolue. Une personne peut être optimiste. Oui, moi-même j'aspire à l'être. Mais alors, je ne serai plus daltonien. Je m'explique. Un daltonien peut finalement arriver à être optimiste. Vous me direz, c'est en totale contradiction avec tout ce que je viens de dire. Oui, ça l'est. Sauf si on rajoute un élément. Cet élément, c'est le temps. Car affirmer tout cela est juste. On peut être sur toute une vie trompé et optimiste, mais jamais en même temps. Car comme je vous l'ai dit, la tromperie hante le sujet, l'empêchant de voir la vie en rose. Tant que la personne trompée reste dupée, elle ne peut être optimiste. En revanche, on peut faire quelque chose pour y remédier. S'exorciser, trouver l'origine du mal et le détruire à tout jamais. Oublier, faire le contraire de Néo et prendre la pilule bleue. Au final, cela revient à supprimer la tromperie. Dès lors, nous ne sommes plus daltoniens. Et nous pouvons enfin atteindre le paroxysme de la confiance en soi et en l'avenir. D'ailleurs, je vous remercie tous, car en plaidant devant vous, je m'exorcise de la peur de ce sujet. Je ne suis plus daltonien et je peux enfin être optimiste. Alors je vous l'ai dit, avec l'expérience de mon ex-daltonisme, de ces 50 nuances de rose, le daltonien n'en voit aucune. Il n'y voit que du gris. Je vous remercie.